Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette capsule vidéo euh, avec au programme la lecture commentée du chapitre 8, énergie potentielle et énergie mécanique totale. Petite précision, donc j'ai délibérément désactivé euh, sur cette chaîne YouTube toute fonction de monétisation, donc vous pouvez sans souci regarder ces vidéos. Je ne gagne pas un centime avec vos clics, hein. Et donc vous abonner également si vous le souhaitez et activer les notifications, ce qui vous permettra en temps réel de savoir quand je mets cette chaîne à jour, sachant que je publie des vidéos pour les trois niveaux que j'ai en charge, les 6e, les 5e et les 3e. Donc ces nouveautés ne vous concerneront pas nécessairement, mais peuvent vous intéresser malgré tout. Alors, chapitre 8, énergie potentielle et énergie mécanique totale. Alors, pour bien comprendre ce chapitre, il est essentiel que vous ayez assimilé le chapitre 6 concernant l'énergie cinétique. Parce qu'on va commencer par parler d'énergie de position, on parle également d'énergie potentielle, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des termes, mais vous devez connaître les deux parce que dans un énoncé de brevet par exemple, eh bien, vous pouvez trouver l'un ou l'autre des termes. Donc il est important que vous connaissiez les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie de position? Eh bien, vous savez que l'énergie on peut trouver l'énergie sous plusieurs formes. On a déjà parlé d'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie liée à la vitesse d'un objet, d'accord? On pourrait parler d'énergie thermique, qui est donc l'énergie liée à la température, d'énergie chimique, d'énergie électrique, etc., etc. Donc l'énergie se trouve sous plusieurs formes et l'énergie de position ou énergie potentielle en est l'une. Et donc l'énergie de position, c'est tout simplement l'énergie liée à l'altitude à laquelle un objet est situé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se calcule, bien sûr, comme vous l'avez vu pour l'énergie cinétique, hein, il y a une formule qui permet de calculer l'énergie cinétique d'un objet. Eh bien, elle se calcule également, s'exprime en joules, comme toute énergie, hein, et surtout elle se calcule par rapport à une référence que l'on peut choisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que, d'une manière générale, les géographes ont positionné le zéro en termes d'altitude au niveau de la mer. C'est-à-dire que quand on dit par exemple que le Mont Blanc culmine à une altitude de 4807 mètres, c'est par rapport au niveau de la mer. Le niveau de la mer étant considéré à zéro. Ce zéro, il est choisi d'une manière arbitraire. C'est aujourd'hui, j'allais dire, une valeur qui n'est contestée par personne, mais on aurait pu très bien en choisir une autre. Par exemple, l'altitude de la Tour Eiffel ou de la cathédrale Notre-Dame de Paris, que sais-je, ou l'altitude du palais de Windsor à Londres, celle de la Maison Blanche à Washington, enfin peu importe. On aurait pu choisir comme référence autre chose pour le zéro. Mais pour donner une altitude, il faut une référence. Et donc l'énergie de position, elle est également calculée par rapport à une référence. Sauf que en physique-chimie, on n'est pas en géographie, et donc on n'est pas tenu de respecter le zéro choisi par les géographes, à savoir le niveau de la mer. Donc j'ai pris un exemple avec un barrage hydroélectrique situé à une altitude H1 de 2100 mètres, là par rapport au niveau de la mer, et la centrale qui produit l'énergie électrique, vous le savez, elle est située en contrebas, à une altitude inférieure, en l'occurrence à une altitude H2 de 1650 mètres. Et je vous propose de calculer l'énergie de position ou l'énergie potentielle de l'eau du barrage et d'effectuer ce calcul pour 1 litre d'eau. Alors la formule qui permet de calculer cette énergie potentielle, elle n'est pas à proprement parler à votre programme. Donc si on vous demande de travailler dessus, on vous la donnera, mais elle n'est pas très compliquée à retenir. J'ai noté l'énergie potentielle ou l'énergie de position EP, P comme potentiel, hein, tout simplement, pour ne pas le confondre pour pas confondre cette énergie notamment avec l'énergie cinétique, qu'on note avec un C comme cinétique. Et donc, elle se calcule de la manière suivante, c'est le produit de la masse M de l'objet par l'intensité de la pesanteur qu'on a étudiée au chapitre 7, chapitre précédent. Sur Terre, je vous le rappelle, 9,80 newtons par kilogramme. Et
multiplié par la différence d'altitude entre le point auquel est situé le point auquel est situé mon objet, autrement dit là l'altitude à laquelle se trouve le barrage, et le point de référence qui pour moi va être la centrale hydroélectrique. Et donc si vous faites le calcul, la masse d'un litre d'eau, vous le savez depuis la cinquième, c'est 1 kg. Et donc 1 kg multiplié par 9,81 qui est l'intensité de la pesanteur, multiplié par la différence d'altitude entre le barrage et la centrale hydroélectrique, on trouve 450 mètres et vous trouvez 4414 joules. Alors, je ne l'ai pas précisé sur le document, mais pour obtenir une énergie en joules, il faut que la masse soit exprimée en kilogrammes, que l'intensité de la pesanteur soit exprimée en newton par kilogramme, et que la différence et que les altitudes soient exprimées en mètres. Voilà un petit peu ce que c'est que l'énergie de position. Donc ce que vous devez retenir, c'est que plus l'altitude de l'objet est élevée, plus l'énergie de position est élevée également. Vous vous doutez bien que si au lieu d'être à une altitude de 2100 mètres, mon barrage est situé à une altitude de 2500 mètres, et que ma centrale produisant l'électricité est toujours située à la même altitude, eh bien mon énergie potentielle, mon énergie de position va augmenter. Donc plus l'altitude est élevée, plus, par rapport à la référence, plus l'énergie potentielle de ma centrale hydroélectrique sera élevée. À présent, la notion d'énergie mécanique totale. Alors, on parle parfois d'énergie mécanique tout court d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Mais il faut que vous connaissiez les deux termes parce que pareil, dans un énoncé, vous pourrez trouver les deux. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de la somme. L'énergie mécanique totale d'un objet, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie de position. On fait la somme des deux, tout simplement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans le cas d'un objet en mouvement, et dans le cas où les frottements, donc les pertes d'énergie peuvent être négligées, eh bien l'énergie mécanique totale est conservée lors d'un mouvement. Ça veut dire que vous pouvez vous placer à n'importe quel endroit de la trajectoire, l'énergie mécanique totale de l'objet sera toujours la même. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que eh bien, ça permet de faire un certain nombre de calculs et de bien comprendre ce qui se passe, par exemple, dans un grand 8. Dans un grand 8, vous savez bien que quand vous descendez, votre vitesse augmente. Par contre, évidemment, votre énergie de position, puisque votre altitude diminue, l'énergie de position diminue. Et quand vous remontez, votre énergie cinétique diminue, puisque votre vitesse diminue. Et l'énergie de position, elle, réaugmente, puisque votre altitude augmente. Mais si vous faites la somme des deux, eh bien, cette somme des deux demeure constante dans la mesure où on considère que les frottements sont négligeables, ce qui, dans le cas d'un grand 8, est le cas. Hein, les frottements existent, bien sûr, on ne va pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont liés au contact entre la nacelle dans laquelle vous vous situez et le rail. Ils sont liés également à l'air, hein, au frottement de l'air. Hein, quand vous savez bien que quand vous êtes dans un grand 8, vous avez de l'air dans le visage, et donc il y a une résistance de l'air au fait que vous avanciez. Mais ces pertes d'énergie sont quand même assez faibles, et donc on peut en première approximation considérer que l'énergie mécanique totale est conservée. Eh bien, c'est un très bon exemple d'application de la conservation de l'énergie mécanique. Alors moi j'ai choisi de poursuivre mon exemple sur le barrage hydroélectrique. Eh bien, au niveau du lac de retenue, eh bien, mon énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de position de mon litre d'eau. Au niveau du lac de retenue, mon litre d'eau n'a aucune vitesse. Hein, donc l'énergie cinétique vaut 0 joule, c'est ce que j'ai écrit, vitesse nulle. Et donc l'énergie mécanique totale, c'est son énergie de position, autrement dit 4414 joules, tel qu'on l'a calculé au-dessus, au paragraphe précédent. Donc vous voyez que cette notion d'énergie mécanique totale, elle permet de faire un certain nombre de calculs d'une manière assez simple finalement. Maintenant, si je me situe au niveau de la centrale électrique qui va produire l'énergie électrique, vous savez que
entre le lac de retenue et cette centrale électrique, il y a une conduite, ce qu'on appelle une conduite forcée, dans laquelle l'eau va passer. Et dans cette conduite, évidemment, mon litre d'eau va perdre en altitude. En revanche, il va gagner en vitesse. Vous savez que plus mon litre d'eau va descendre, plus sa vitesse va être élevée. Et donc, en bas de ma conduite forcée, mon énergie mécanique totale, c'est l'énergie cinétique acquise par le litre d'eau, plus son énergie de position, et cette fois son énergie de position vaut 0 joule. Si vous refaites le calcul au-dessus avec une altitude de mon litre d'eau non plus à 2100 mètres, mais à 1650 mètres, vous trouverez une différence d'altitude H1 moins H2 égale 0 mètre, donc une énergie de position égale à 0. Eh bien, on va trouver une énergie cinétique donc égale à l'énergie mécanique totale qu'on a calculée au-dessus, 4414 joules. Et ça nous permet de calculer la vitesse. Alors, je n'ai pas détaillé le calcul, simplement, vous reprenez la formule permettant de calculer l'énergie cinétique, 1,5 de mv au carré. La masse, c'est 1 kg. Vous connaissez l'énergie cinétique, et ça vous permet de calculer la vitesse, tout simplement. Et on trouve une vitesse de 94 mètres par seconde. Voilà un peu à quoi sert cette notion d'énergie mécanique totale. Alors, c'est un chapitre qui, j'allais dire, sous l'angle de mon document, est très court, mais ça peut donner lieu à nombre de calculs. J'ai pris l'exemple ici d'un barrage hydroélectrique. J'aurais pu tout à fait prendre l'exemple d'un grand 8. L'idée aurait été absolument la même, c'est-à-dire que au moment où vous démarrez le grand 8, quand vous êtes au point culminant de ce grand 8, une fois que vous avez monté la crémaillère qui vous emmène jusqu'au début de la première descente, eh bien, à ce moment-là, votre vitesse vaut 0, donc votre énergie cinétique vaut 0. L'énergie de position, eh bien, c'est l'altitude à laquelle va se trouver le sommet du grand 8. Et quand vous allez redescendre, votre vitesse va augmenter, l'énergie cinétique va augmenter, mais l'énergie de position, elle, va diminuer. Et donc, pour finir, quand on arrive au point le plus bas, à une énergie de position égale à 0 et une énergie cinétique maximale qui vous permet, par exemple, de calculer la vitesse en bas de ce grand 8. Voilà, le principe est exactement le même. Voilà ce que je voulais vous dire pour commenter ce chapitre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.